via une analyse croisée géologie, géophysique, géotechnique, avec un exemple d'étude du karst sous couverture de l'Orléanais. Je te passe la parole. Merci Aline. Alors quand j'y pense, merci Jean-David d'avoir mis en forme ma présentation parce que j'avais fait la consigne. Voilà, merci. Donc moi je vais vous parler aujourd'hui du karst sous couverture de l'Orléanais. Alors je suis pas géophysicien, moi je suis plutôt géotechnicien. Je traite plutôt les risques naturels, mais sur des questions très précises sur la géophysique, je vais peut-être avoir du mal à vous répondre. Ceci dit, donc normalement, Thomas Jacob est en ligne également et il pourra nous aider. Donc, cette présentation elle résume au final pas mal de travaux qui sont faits depuis des années au BRGM avec l'aide d'autres collègues, notamment au CEREMA, donc sur l'Orléanais. Et donc, parmi les géophysiciens du BRGM, il y a Jean-Michel Baltassa, Anne Nambitry et donc Thomas Jacob. Voilà. Et puis d'autres, je vais pas tous les citer. Moi, ce que je vais chercher à vous montrer aujourd'hui, c'est un petit peu l'intérêt et les limites de comprendre ce contexte difficile, voire vicieux du karst sous couverture. On en a déjà un peu parlé. Là, sur le secteur orléanais, je vais vous montrer que c'est encore un peu plus compliqué que le karst dans le Lot, ou pas loin, je pense. Donc, l'Orléanais, le substratum rocheux de l'Orléanais, c'est le calcaire de Beauce, qui est un calcaire qui date du Miocène, il y a à peu près 20 millions d'années. Un calcaire lacustre et palustre, qui a été entaillé au niveau du Val d'Orléans par... pardon. Le bouton à l'avant. Oui. Non, dis-moi, et moi j'utilise la souris. Ah non, c'est bon, j'avais pas le bon. Ouais, voilà. Donc ce calcaire de Beauce a été entaillé au niveau du Val d'Orléans par la Loire. Donc cette ancienne Loire a déposé sur les plateaux de Beauce et les plateaux de Sologne des alluvions anciennes. Et au niveau du Val d'Orléans, on a des alluvions récentes à actuelles. Il manquerait ici le niveau de nappe qui se situe vers 95 NGF sur les plateaux et puis qui ensuite va alimenter. Alors on a ensuite la nappe alluviale qui relie la Loire au Loiret avec un niveau de nappe vers 4-5 mètres de profondeur dans le Val. Donc on est dans un contexte de karst sous couverture, une formation sensible à l'eau et qui va se dissoudre et s'altérer peu à peu pour donner ce type de configuration. Donc en Beauce, les affleurements sont très rares, donc quand on en a, on saute dessus. Là, c'est un talus routier sur un des plateaux, justement. Donc on a en blanc crème, c'est ce calcaire de Beauce qui est, comme vous le voyez, grignoté. Là, on n'a pas du tout une transition franche et plane entre les deux couches. Au-dessus, c'est ces alluvions anciennes. Vous voyez que ces alluvions anciennes viennent même remplir des vides à l'intérieur du calcaire. Cette karstification donc, se manifeste à l'interface entre ces deux ensembles géologiques. Elle se manifeste également par des cavités qu'on va retrouver non seulement dans le calcaire, pardon, vous en avez ici, mais également dans la couverture alluviale. Ça, c'est lié à des phénomènes que je ne détaille pas aujourd'hui, des phénomènes de soutirage qui font remonter les cavités jusqu'à la couverture. Alors parfois, ces cavités dans le calcaire, quand on est sous nappe, donc au niveau notamment du Val d'Orléans, quand on est sous nappe, ces cavités sont bien sûr pleines d'eau. Et à certains endroits, ces cavités font 11 mètres de large et 6 mètres de haut. On commence à avoir des objets de grande taille qui posent problème en termes de gestion des risques naturels. Alors en surface, ça va se manifester par des effondrements. Vous en avez un ici qui fait 5 mètres de diamètre. Un autre, c'est le plus grand connu dans le secteur de profondeur. On a également des figures un peu moins marquées, comme des affaissements, avec donc pas de rupture brutale de la surface du sol, mais quelque chose un peu plus en forme de cuvette. Et donc, tous ces mouvements de terrain, bien sûr, constituent un risque pour les enjeux en surface.
Ce secteur, on le connaît bien, puisque bon, le BRGM, on est situé par ici. On travaille dessus depuis pas mal d'années. Et là, je vous présente quelques sites qu'on a pu étudier sur... les choses, c'est pas grave. Je vous présente quelques sites qu'on a pu étudier récemment. Donc, dans les années 2010, on a passé toutes les digues qui protègent le Val d'Orléans des inondations. On les a passées, donc, on les a investiguées avec des méthodes géophysiques à grand rendement. Plus récemment, et puis je vais vous montrer comme autre exemple le CNRS qui se trouve à côté du BRGM. Et je vais commencer par un exemple sur les digues avec donc un focus sur ces anciennes études et une étude plus récente qu'on a effectuée à ce moment-là. Alors avant de rentrer dans ces deux exemples, donc l'ensemble de ces études nous a permis finalement de proposer une méthodologie d'approche ou de la géophysique. Et comment dire, après ce contexte géologique et cette compréhension, on a donc cette compréhension des phénomènes. On a également des données qu'on va retrouver dans les différentes bases de données qualité, bases de données mouvement de terrain, qui vont nous donner une sinistralité du territoire par rapport à ces effondrements. Une fois qu'on connaît tout ça, qu'on a ce cadre géologique, ce cadre phénoménologique, la géophysique va venir nous apporter vraiment une case manquante entre l'approche très globale et l'approche très précise offerte par la géotechnique. Donc, la méthode qu'on propose, c'est vraiment de commencer par une couverture de la zone d'étude. Ce qui fonctionne bien, c'est plutôt la microgravimétrie dans notre cas. Ensuite, une approche plus précise avec des profils verticaux, des profils qui vont nous donner une image verticale des terrains et on privilégie bien la MASW pour ce cas-là. Un projet linéaire, on va plutôt tout de suite partir sur des méthodes à grand rendement avec des profils en MASW ou en électrique. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ces choses-là, au niveau des anomalies, cette fois, on pourra passer à faire des investigations géotechniques avec différents types que je pourrais détailler si besoin. Donc, ce qui avait été fait dans les années 2010, ça avait été donc ces méthodes à grand rendement avec des capteurs et des sources tractées derrière un 4x4 pour toutes ces digues du Val d'Orléans, donc sur 40 km. Je ne vous détaille pas toute la méthode, hein, mais les connaisseurs apprécieront. Voici les résultats de ce qu'on avait obtenu à l'époque, donc des profils en home mapper qui descendent à environ 7 mètres de profondeur. Donc, ça permet d'investiguer le corps de digue et une partie des juste sous les digues. Des profils en MASW qui, eux, vont plus en profondeur, jusqu'à peu près 25 mètres de profondeur. Et cette fois, on entre dans le calcaire de Beauce, dont on devine certaines anomalies. Et sur cette méthode, on a ajouté, en plus de la géophysique, on a ajouté les informations des différentes bases de données. C'est ce que vous avez ici. Tous ces flèches correspondent à des effondrements soit avérés, soit des effets. Donc, on ajoute une sinistralité quelque part, et ça nous a permis, via un calcul savant que vous pourrez retrouver dans l'étude de Saint et al. En 2012, on obtient une carte de susceptibilité de ces secteurs. Alors, ça c'était un état des lieux, on va dire, de ces digues. Et récemment, sur une de ces levées, on est à Saint-Privé-Saint-Mémin, la Chapelle c'est de l'autre côté. À Saint-Privé-Saint-Mémin, on a eu un effondrement récurrent, 3 effondrements en 5 ans. À chaque fois, et là, le souci, c'est qu'on est sur un ouvrage de protection contre l'inondation, donc il faut le protéger de manière pérenne. Une première série de sondages avait été faite au droit des effondrements par le CEREMA, et on s'est assez vite rendu compte que notre étude de 2012 indiquait que le secteur se trouvait déjà en sensibilité maximale par rapport à notre échelle établie à l'époque. Donc, on a
le CEREMA a proposé de refaire une campagne d'investigation géophysique. Donc une campagne, je ne vous présente pas tous les résultats, mais il y a ici, vous avez une espèce de profil d'anomalie microgravimétrique. Vous avez l'échelle ici. Profil vertical de vitesse de S, donc un profil en MASW, qui descend jusqu'à une trentaine, 35 mètres de profondeur. Vous pouvez constater que récurrent, où on n'a pas une anomalie microgravimétrique clairement marquée. En revanche, un glissement des vitesses faibles qui correspond bien à cet endroit-là. Alors, l'explication possible de gravimétrique marquée à cet endroit-là, c'est que justement, la taille de cette faiblesse qu'on suppose est trop petite pour être bien marquée en microgravimétrie. Donc ça permet d'orienter ensuite les investigations géotechniques qu'on peut réaliser, puisque il ne suffit pas de s'arrêter à 15-20 mètres de profondeur, mais là, on peut deviner que l'anomalie dans le calcaire se trouve peut-être à 35-40 mètres de profondeur. Donc on a une idée sur la profondeur. Et puis si on veut conforter cette zone, eh ben, il ne faudrait pas que le phénomène se reproduise ailleurs, ou il faudrait peut-être se dire qu'est-ce qui se passe à ces endroits-là? Est-ce que je peux avoir la même chose prochainement qui va se produire sur la digue et rebelote, il faudra recommencer quelques années plus tard. Donc voilà, ici la géophysique non seulement nous permet de trouver une profondeur à viser, mais aussi d'aller voir de chaque côté, donc de dézoomer sur notre zone d'intérêt. Alors, ce que je vous ai montré juste avant, mais je voulais insister là-dessus, souvent, donc là, vous me direz ce que vous en pensez, mais souvent, en géophysique, on récolte un profil interpolé, mais interpolé entre certains points de mesure. Et moi, ce que j'aime bien savoir dans ces cas-là, c'est où se trouvent les points de mesure, parce qu'on peut avoir un point de mesure qui représente une masse colossale d'informations, alors qu'en surface, c'est l'inverse, on a plein de points de mesure et on est sur des zones très très fines. Donc c'est ce qui est représenté ici, vous avez les différents points de mesure. Bien sûr, plus on est proche de la surface, plus on a de points. Et donc il s'agit de ne pas donner trop d'importance à des valeurs très faibles, mais qui sont peut-être toutes seules dans leur coin. Ou à l'inverse, des valeurs plus fortes qui sont faussement rassurantes. Donc, moi, ce que j'ai cherché à faire ici, ça a été finalement de comparer la signature, on va dire le profil vertical, la ligne verticale de vitesse d'onde S au niveau de l'effondrement par rapport, on va dire, au fuseau de vitesse sur toute la digue. Donc, ce fuseau, c'est ce que vous avez en rouge. Donc, l'effondrement, et puis les deux lignes verticales les plus proches. Au droit de l'effondrement, on a des valeurs plus fortes ici, qui correspondent peut-être aux matériaux de comblement qui ont été mis en place lors des premiers effondrements. Et on a des valeurs qui sont nettement plus faibles à l'interface entre les alluvions et la levée. Donc la faiblesse, on va dire, la plus marquée se trouve peut-être à cet endroit-là. Voilà, ça c'était, comment dire, un premier exemple pour montrer que la géophysique, on peut la mettre en place de manière progressive. On peut revenir dessus pour faire des investigations supplémentaires et affiner un petit peu les choses. Et là, donc j'ai un deuxième exemple sur le karst qui ouvre un petit peu, on va dire, la réflexion. Je me suis demandé, un peu comme vous tous, 5 minutes. Comme vous tous, après le Covid, toutes ces histoires de tests, là, vous vous souvenez, on avait des tests qui nous disaient qu'on était malade alors qu'on n'était pas, ou des tests qui disaient qu'on n'était pas malade alors qu'au final on l'était. Est-ce que ces méthodes-là, qui sont appliquées aux sciences médicales depuis des années, est-ce que c'est des choses qu'on ne peut pas utiliser aussi pour évaluer un petit peu les performances de la géophysique? On peut mettre en parallèle nos anomalies karstiques avec, on va dire, une maladie, et nos signaux géophysiques, nos tests médicaux. On pourrait même aller plus loin et considérer des choses un petit peu quantitatives.
Donc ça, c'est aussi des choses qui sont développées dans d'autres aspects scientifiques, mais la base est vraiment sur le médical. Et derrière, on peut ensuite, quand on connaît tout ça, quand on sait qui est malade et quel est le résultat du test, on peut déterminer qui est un vrai positif. Donc ça veut dire le test me dit que je suis malade et je suis vraiment malade. Le vrai négatif, le test me dit que je suis pas malade et je suis pas malade. Et on va dire les erreurs de test. Les tests qui me disent que je suis pas malade alors que je le suis. Les tests qui me disent que je suis malade alors que je le suis pas. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui. Et derrière, il y a certaines valeurs qui en découlent. Donc, la sensibilité, là, c'est la capacité du test à prédire la maladie, et la spécificité, la capacité du test à dire la maladie. Donc ça, c'est des idées en cours de réflexion là, sur lesquelles on est en train de travailler dans le cadre d'une action pour le ministère de l'Environnement. Là, je vous donne un exemple de ce que ça peut donner. Donc, on revient sur le karst de l'Orléanais. Alors, c'est pas le bon exemple. Ça, c'est un exemple qui marche. Au CNRS, il y avait le CNRS, donc c'est un grand site de recherche juste à côté du BRGM. Il y avait des suspicions de problèmes sur un bâtiment, mais qui n'étaient pas très, très marqués. Ce qui a été réalisé, ça a été des essais, des mesures géophysiques en MLSW et en microgravimétrie, y compris à l'intérieur du bâtiment. Les résultats concordaient pour dire qu'il y avait un problème par ici. Ça nous a permis de cibler tout un ensemble de sondages, c'est tous les coins bleus, vous voyez. Alors les triangles bleus, c'est le CPT, il y avait quelques destructifs également. Et ensuite, à l'analyse de ces sondages, on a obtenu la carte que vous voyez en couleur. En gros, plus on est en rouge, plus on est dans une zone anomalie. Et en fait, l'interprétation géologique qu'on peut avoir de ces choses-là, c'est qu'on est vraisemblablement à cet endroit-là, sur une 2 lignes, enfouie, toujours notre terre sous couverture, qui a été complètement recouvert par les alluvions, et sur la surface du sol, on ne voit plus rien parce que c'est quand même très, 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 très probable, vu tous les sondages qu'on a fait. Maintenant, quand vous mettez tout ça dans mon espèce de matrice de sensibilité, on se rend compte que dans cet exemple-là, pour ce qui concerne la microgravimétrie, on a des résultats qui sont très satisfaisants. On a une sensibilité de 82%, une spécificité de 100%. Bon, la VPP, je zappe, c'est intéressant. Donc là, ça fonctionne très bien parce que la microgravimétrie permet de trouver des objets, permet de trouver davantage de signes d'objets massifs en profondeur. Parce que dans cet exemple-là, on voit à peine parce qu'on a fait plein de sondages, mais on a un tout petit rond ici avec un effondrement qui emporte une partie du parking. À cet endroit-là, on s'est rendu compte que si je refais le même traitement, ça marche nettement moins bien. Mais c'est vraisemblablement, c'est certainement lié au fait que là, on a un objet très petit qui pouvait difficilement signer la microgravimétrie. Ouais. Alors, on pourra faire le même exercice avec les profils en MLSW qui ont été faits à cet endroit-là. C'est intéressant de voir aussi. Voilà, donc pour conclure, le karst sous couverture, c'est un objet vraiment complexe à anticiper en géologie, hein, une configuration hétérogène avec de fortes variations dans l'espace, et en plus une cinétique des événements dont je ne vous ai pas parlé ici, pas très grave. Voilà, l'approche doit être vraiment ici typiquement pluridisciplinaire, et ce qui se passe en termes de géologie, en termes de phénomènes. La géophysique nous permet, c'est un petit peu le maillon manquant entre ma connaissance géologique et ce qui se passe en termes de risque, et la géotechnique vient préciser les choses. Et donc là, voilà, ce qu'on cherche un peu à développer, c'est d'être davantage critique finalement sur l'efficacité des mesures géotechniques à traiter ce problème, et de manière aussi à faire un retour d'expérience et à améliorer les méthodes. Voilà. Un petit peu de bibliographie, tout ça est disponible en ligne sur le site du BRGM. Merci.